Avertissement. Le contenu qui suit est destiné à un public averti. Il ne constitue pas un jugement définitif. Tout est allégué jusqu'à preuve du contraire. Installe-toi, respire, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre risque de bouleverser tout ce que tu crois savoir sur l'une des figures les plus puissantes de l'industrie musicale américaine. Il pensait que le 7e jour du procès allait être routinier. Un peu de paperasse, quelques murmures d'huissier, des fragments de la voix tremblante de Cassie Ventura rappelant des nuits trop longues pour être décrites. Et puis, à 10h58, le marbre judiciaire s'est fendu. Les portes se sont ouvertes, et le silence a été happé par un nom qu'on croyait rester dans les studios d'enregistrement, Curtis 50-100 Jackson. Pas de garde du corps. Pas de flash. Un costume gris anthracite, une mallette fine comme une lame. Il avance, imperturbable. Chaque pas résonne comme le beat d'un vieux morceau de G-Uni. Le greffier lève les yeux, le juge fronce les sourcils, Didi se tourne au ralenti. Un regard suffit, tempête en vue. Pourquoi est-il là? Qui l'a convoqué? Personne. Il s'est présenté de lui-même. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. La voix est posée, presque basse. On connaît le rappeur bagarreur, le troll des réseaux, mais ce matin-là, c'est un témoin, pas un showman. Il ouvre la mallette. Des feuilles, des captures d'écran, des disques durs SSD étiquetés au marqueur noir. Je n'ai pas de temps à perdre. Les journalistes tweetent déjà, mais l'air se fait lourd, électrique, comme si l'auditorium manquait d'oxygène. Didi serre les dents, ajuste sa cravate, mais son visage pâlit. Première révélation. Kim Porter, l'ancienne compagne du magnate, avait confié à 50-100 des dossiers cryptés. Des conversations, des photos, des contrats annotés de sa main. Elle craignait pour sa vie. Elle écrivait un livre. Pas un livre people sucré, un livre bombe. Si j'y passe, tu connais le responsable, lui aurait-elle soufflé un soir de 2018, après 2 coupes de champagne laissées intactes. Rappelons-nous, Kim Porter est retrouvée morte en novembre 2018, diagnostic officiel, pneumonie foudroyante. Vraiment? Pourtant, dans l'enregistrement audio que 50 fait jouer en plein tribunal, on entend la voix de Kim, cassée mais lucide. S'ils disent pneumonie, cherche plus loin. Frisson collectif. Les jurés se rapprochent de la barrière, comme si la vérité pouvait se toucher. Deuxième choc, un email daté de 15 jours avant le décès. Expéditeur anonyme, ton panique, arrête d'ouvrir les placards. Il a déjà commandé le cercueil. Détail macabre. Ils deviennent preuve matérielle lorsque 50 montre la photo d'un cercueil doré aperçu dans un entrepôt de Los Angeles, facture à l'appui. Nom du payeur, une société écran rattachée à Bad Boy Entertainment. Coïncidence? Et puis il y a ce disque dur manquant. Kim l'avait caché derrière une fausse cloison de sa chambre d'amis. 3 jours après sa mort, la cloison est vide, mais aucune trace d'effraction sur la porte principale. Pourtant, 50 produit un rapport d'alarme domotique. Le système a été désarmé à distance depuis une adresse IP appartenant à Revolt Media. Silence de cathédrale. Les avocats de la défense s'agitent, demandent une suspension. Refusé. Recommandons de respirer un instant, parce que l'étau se resserre. 50-100 raconte maintenant une discussion nocturne avec Kim, été 2017, fête privée à Miami. Elle lui dit qu'elle détient des vidéos tournées lors de soirées inavouables. Homme politique, star du sport, deals de poudre et de pouvoir. Si ces images sortent, c'est Hiroshima, ajoute-t-elle. Elle voulait un coffre-fort numérique. 50 l'a aidé. Mais ce coffre a disparu. Flashback, 1996, Tupac est criblé de balles à Vegas. 1997, Biggie tombe à Los Angeles. Officiellement des rivalités de rue. Officieusement, Kim aurait découvert des échanges où l'on débat de la meilleure façon d'immortaliser des artistes trop gourmands en droit d'auteur. Le mot « icône posthume » revient encore et encore. Didi nie depuis toujours. Aujourd'hui, l'ombre de ce soupçon se rallonge. Revenons au présent, le dossier du jour devait porter sur Cassie Ventura. Mais la nouvelle trajectoire est imparable. Question du procureur. Monsieur Jackson, craignez-vous pour votre sécurité? Réponse. Quand tu as pris 9 balles dans le corps, la peur devient un vieux souvenir. Ce qui me fait flipper, c'est le silence. Il brandit ensuite une lettre manuscrite, écriture nerveuse de Kim.
S'il obtient la garde exclusive des jumelles, je suis fini. Elle préparait un déménagement secret au Colorado. Billets achetés, maison louée sous un nom d'emprunt. Pourtant, Didi débarque chez elle 2 jours avant son dernier souffle. Vol privé, manifeste tronqué, passagers non identifiés. Le jury prend note. Les réseaux s'enflamment dehors, mais à l'intérieur, le temps semble se dilater. Un membre du public étouffe un sanglot. Le juge rappelle l'audience à l'ordre. 50, implacable, ajoute un SMS envoyé à Albé sur. Il rôde. Si je disparais, ne laisse pas l'histoire s'enterrer avec moi. Daté de 48 heures avant le drame. Le téléphone de Kim est ensuite réinitialisé en mode usine. Par qui? Mystère. Puis arrive la pièce que personne n'attendait. Une capture d'écran de login au cloud sécurisé de Kim, horodaté 3h17, le soir du décès. L'identifiant utilisé correspond à un compte interne de Bad Boy. Effacement complet des vidéos dans les 5 minutes suivantes. Pendant ce temps, les voisins entendent une alarme, mais la police n'arrive qu'après que le système a redémarré. Tout aurait pu n'être qu'un court-circuit, mais pourquoi ce compte? Les avocats de Didi objectent, spéculation. Le juge lève la main, l'audience continue. La tension est si dense qu'on croirait entendre les battements de cœur de chaque personne présente. 50 passe en revue un dernier document, un accord de confidentialité imposé à l'éditeur qui s'apprêtait à publier les mémoires de Kim. Clause spéciale. Toute mention de Sean Combs doit être remplacée par « Personne X ». Menace de poursuite à 8 chiffres. L'éditeur retire le projet. Livre fantôme. Reste la question la plus brûlante. Pourquoi témoigner maintenant? 50 baisse les yeux. Parce qu'elle me l'a demandé. Il marque une pause. Parce qu'une mère qui murmure « Protège mes filles avant de mourir » n'a plus de voix. Alors je parle pour elle. Le juge lui permet une déclaration finale. Il se lève, croise le regard de Didi. Tu as bâti un empire sur le silence des autres. Aujourd'hui, c'est terminé. Il tourne vers le jury. Vous vouliez des preuves, les voilà. Faites ce que personne n'a jamais osé faire. Regardez l'héritage derrière le glamour. Extérieur, les reporters s'arrachent leurs badges pour téléphoner. Hashtag explosif, hashtag justice pour Kim, hashtag Didiguette, DS50 révèle tout. Les partenaires publicitaires de Revolt suspendent leur campagne. Des actionnaires convoquent une réunion d'urgence. La façade de marbre se fissure. À l'intérieur, Didi reste assis, mâchoire serrée. Il n'a plus de refrain catchy pour couvrir le grondement. Les jurés échangent des regards lourds de conséquences. Le procureur remercie le témoin. Personne n'applaudit. On n'est pas dans un clip. Pause technique, l'huissier change les carafes d'eau, mais personne ne boit. L'air est devenu épais comme une confession. Quand la séance reprend, l'avocat de la défense tente un contre-interrogatoire. Il suggère que 50 s'en cherchent la lumière. Mauvais calcul, 50 souris, sans humour, je vends déjà des millions d'albums. La lumière, je la connais. Ce que je cherche, c'est la vérité. On revoit les captures d'écran. On réécoute le voicemail de Kim, cette phrase qui hante chaque recoin du palais. S'ils disent que j'ai attrapé froid, regardez les caméras. Les images manquent, mais le trou qu'elle laisse devient plus parlant qu'une confession filmée. Et alors, coup de théâtre, un enregistrement audio issu d'un vieux BlackBerry. Voix masculine, basse, reconnaissable. Assure-toi qu'elle reste tranquille. Le fichier était corrompu. 50 l'a fait restaurer par un technicien indépendant. On ne prononce pas le nom Didi, mais la menace est limpide. Le juge, impassible, ordonne que l'archive soit placée sous scellé. Trop tard, les mots circulent déjà dans la salle comme un poison lent. Les jurés notent, les chroniqueurs judiciaires aussi. On perçoit le bruissement des carrières qui s'effondrent. Reste la mort, toujours la mort, celle de Kim mais aussi celle de Tupac, de Biggie, de témoins oubliés. 50 connecte les points, suggère un motif récurrent. Quand l'argent et la notoriété sont menacés, la solution est définitive. On ne tue pas le problème, on tue la personne qui le porte. Cette phrase résonne, indélébile. La nuit qui suit, les couloirs de l'hôtel où logent les jurés sont placés sous surveillance renforcée. Des silhouettes en costume noir tournent, badge, sécurité privée, en bandoulière. À qui obéissent-elles? Au tribunal,
affirme la direction. Les rumeurs disent le contraire. Sur X, un thread compile les plaques d'immatriculation repérées dans la rue adjacente. Plusieurs mènent à des sociétés de limousines régulièrement louées par Combs Enterprises. Coïncidence, encore? Pendant ce temps, TMZ relaie un enregistrement diffusé anonymement. Une conversation entre deux voix masculines. L'une dit « Si Curtis ouvre encore la bouche, il faudra le faire taire ». L'authenticité est débattue, l'impact est immédiat. Les talk-shows nocturnes se ruent sur l'affaire. On plaisante sur le plateau, voilà un versus qu'on ne verra jamais. Mais le rire sonne creux. Revenons au tribunal, lendemain matin. La défense commence son contre-feu. Stratégie, peindre Jackson en opportuniste, en rival jaloux. Première question, cinglante. Monsieur Jackson, combien d'albums avez-vous vendus la semaine dernière? Il sourit, racle sa gorge. Plus qu'assez pour payer ma tombe, si c'est ce qui vous tracasse. Rire étouffé, réprimande du juge. On fouille sa carrière, ses faillites, ses dettes passées. 50 laisse faire, imperturbable. Puis il lâche, je n'ai pas besoin de ruiner un homme pour exister. Par contre, certains ont besoin de faire disparaître des femmes pour garder la lumière sur eux. Coup brutal. L'avocat de la défense se redresse, proteste, objection rejetée. Le juge note que la pertinence paraît fondée. La salle, encore, retient son souffle. Flashback numéro 2. 2011, soirée post-Grammy dans une villa de Beverly Hills. Kim, en robe ivoire, s'approche de Curtis, verre à la main. « J'ai des histoires qu'aucun tabloïd n'oserait publier », chuchote-t-elle. Elle parle d'une pièce secrète, d'appareils photo cachés, d'invités piégés à leur insu. Elle rigole, mais ses yeux ne suivent pas. Curtis, à l'époque, prend ça pour un excès de paranoïa. Aujourd'hui, il appelle ça un signe avant-coureur. Troisième flashback. 2014, île Saint-Barthélemy, yacht blanc, sommet du rap-biz. Didi organise un dîner privé. Kim, assise à l'écart, envoie un texto à une amie. Je note chaque visage, chaque main qui signe un chèque. Quand le dessert arrive, elle disparaît sur le pont supérieur. Là-haut, elle s'enregistre avec son téléphone. 27 minutes de codenames, d'indices, de dates. Le fichier s'appelle Rédemption finale 2.mp4. Introuvable depuis 2019. Retour à la barre. Le procureur interroge. À votre connaissance, Monsieur Jackson, d'autres témoins pourraient-ils étayer ces faits? 50 hochent la tête. Beaucoup voudraient parler, peu le feront. Ils ont vu ce qui arrive aux indociles. À la demande du juge, il fournit une liste de 6 noms, scellés pour leur sécurité. Dans le public, un murmure. Certains de ces noms circulent depuis des mois sur Reddit, toujours menacés. Pendant ce temps, l'industrie tremble. Spotify retire temporairement une playlist Bad Boy Essential pour vérification. Des influenceurs rappellent le boycott de R. Kelly. Si on a mis Kels dehors, pourquoi pas Didi? Les commentaires se déchaînent. Certains crient au complot, d'autres au réveil de conscience. La ligne est mince entre justice et chasse aux sorcières. Mais la bombe suivante ne vient pas de 50. Elle vient d'un témoin surprise, un ancien ingénieur son de la Hit Factory, identifié seulement par ses initiales JL. Il confirme, sous serment, avoir été payé pour nettoyer des bandes audio compromettantes. Il livre une date, 3 novembre 2018, 11 jours avant le décès de Kim. On m'a demandé d'effacer toute trace d'une session privée où l'on discutait de comptes offshore et de matériel compromettant. J'ai gardé un duplicata pour ma sécurité. Interruption de séance. Fouille de la clé par un expert neutre. Résultats préliminaires, extraits audio non musicaux, voix multiples, mention des « assurés qu'elle se taise », pas de scandale avant le lancement vodka. Les jurés pâlissent. La défense invoque la date limite de divulgation des preuves. Le juge balaie. Dans une affaire d'homicide potentiel, point de chronomètre. Retour au couloir. Cassie croise 50. Ils ne parlent pas, se comprennent d'un regard. Elle entrera bientôt à la barre pour décrire les nuits d'angoisse, les hôtels payés cash pour cacher les bleus. Les tabloïds appellent ça drama romantique, elle appelle ça survie. Plus tard, sur le perron, un journaliste crie « Pensez-vous que Didi soit terminé ?» 50 s'arrête, hausse les épaules. Terminé. C'est quand ta conscience te rattrape.
La sienne n'a jamais couru. Il repart, sous escorte policière cette fois, parce que la menace grandit hors caméra. La presse découvre néanmoins un détail troublant. L'agence de sécurité engagée par Didi travaille aussi pour un certain milliardaire listé dans le carnet d'adresses d'Epstein. Les forums s'affolent, conspiration globale ou simple réseau VIP. Les lignes se brouillent. Dans la soirée, un camion plateau de CNN se gare devant le tribunal. La présentatrice annonce « L'affaire Combs, nouveau Watergate du show business ». Les anciens des clubs new-yorkais des années 90 sont interviewés, beaucoup préfèrent rester anonymes. Les boîtes ont fermé, les souvenirs non. On parle de soirées où les portables étaient confisqués, de backrooms, de deals d'édition en échange de silence. Rumeurs, faits, sensations, tout se mélange, mais un fil rouge persiste. Dès que Kim Porter a commencé à écrire, les murs ont eu des oreilles et ses amis, des raisons d'avoir peur. Et si la vérité n'est qu'à un souffle, qui aura assez d'air pour la crier? Retour, 3e jour d'audience. Le médecin légiste indépendant prend place. Il s'appelle Dr Valdez. Cheveux gris, lunettes rondes, accent du Midwest. Il affirme avoir été contacté par un représentant de la famille pour examiner les premiers rapports d'autopsie. Il liste des anomalies, toxine A43 détectée à faible dose, jamais mentionnée dans le rapport final, hémorragie interne pariétale dissimulée sous complications pulmonaires. Il lève les yeux, je n'affirme pas qu'elle a été assassinée. Je dis que le dossier sent la dissimulation. La défense contre-attaque, A43, substance répandue dans de nombreux antibiotiques. Valdez réplique, pas à cette concentration, pas dans ce contexte. Les jurés gribouillent furieusement. L'un d'eux lève la main. Une intoxication lente pourrait-elle imiter une pneumonie? Oui, surtout si le patient reçoit un traitement inapproprié. Silence, quelqu'un tousse. Entre deux dépositions, on apprend que l'agent du FBI chargé des scellés numériques reçoit des menaces. Email anonyme, garde tes doigts loin du serveur, ou ils finiront ailleurs que sur ta main. Le juge fait renforcer la cybersécurité. Des experts installent des pare-feux comme si l'affaire concernait secret défense. Peut-être que c'est le cas. Le 4e jour tourne au cirque quand un vidéaste YouTube tente d'entrer déguisé en journaliste. Micro en plastique, badge orthographié, presse. Il voulait filmer le moment où Didi fond en larmes. Expulsé. Mais son live TikTok totalise 2 millions de vues en 20 minutes, preuve que le public veut du sang. Dans les cafés de Harlem, on parie sur la peine maximale. Au bord de Venice Beach, des joggers écoutent le podcast Didi décodé pendant qu'il court. La culture pop s'est substituée au tribunal. Chacun se fait juge, chacun se fait jury. Mais seuls 12 citoyens dans cette salle pourront trancher. Pendant ce temps, 2 fillettes grandissent sans leur mère. Personne ne veut l'oublier, surtout pas 50. Il le dit, un soir, dans une interview radio, ce n'est pas une bataille de rap. C'est une bataille pour leur mémoire. La phrase devient virale, imprimée sur des t-shirts vendus au profit d'un fonds pour les jumelles. Didi, lui, dénonce une récupération cynique. La guerre des récits est lancée. 5e jour, révélation sur révélation. Un ancien chauffeur livre qu'on lui a demandé de brûler une boîte de DVD dans un incinérateur à Santa Clarita. Il n'a pas ouvert la boîte, mais il a vu l'étiquette « KP Archive Private ». La synchronisation glace le dos. Le chauffeur décrit aussi un trajet nocturne. Passager unique, un avocat réputé pour nettoyer les catastrophes. Destination, maison de Kim, 2h48, 2 nuits avant la mort. GPS désactivé. Mais l'homme a gardé un reçu d'essence, daté, tamponné. Preuve matérielle. Le procureur sourit pour la première fois. Devant ces révélations, la défense change de tactique. Elle insinue que Kim souffrait d'une maladie auto-immune non diagnostiquée qui aurait expliqué la pneumonie. On convoque un immunologue. 3 heures de cytokine et d'anticorps. Le jury bâille. À la fin, l'expert admet que son dossier médical vient de l'équipe Combs. Aucun document signé du médecin traitant. Nouvelle suspension. Dans les couloirs, un membre de l'entourage de Didi menace un photographe. Les caméras enregistrent. Mauvaise pub. Les chroniqueurs TV se régalent. On se demande si le château de cartes vacille ou s'il se transforme simplement en bunker.
Le 6e jour commence par un grondement, la rumeur d'un accord. Certains murmurent que Didi envisage un deal pour entrave à la justice, espérant échapper aux charges plus lourdes. Ses avocats démentent. 50 s'en sort du tribunal. Il n'y a pas de solde de tout compte pour un cercueil. La foule acclame. Cette même soirée, un vidéoclip promotionnel de la marque de tequila de Didi disparaît de YouTube. Motif, ligne éditoriale réévaluée. La valeur boursière d'un partenaire recule. La culture et la finance sont cousines. Quand l'une prend feu, l'autre tousse. 7e jour. La cour rappelle l'objet. Déterminer si Sean Combs a orchestré un homicide dissimulé sous médication et propagande. Dans la salle, un parfum de fin de règne flotte. Didi, amaigri, tire-nerve.